Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International, produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Anna Kubišta. L'Inde a ouvert mes yeux de peintre. C'est par cette formule, sous forme d'épiphanie créatrice, que Roman Kamesh donne la clé d'une phase de sa création où la couleur profonde a pris le pas sur une période où ses toiles arboraient davantage des tons gris, plus neutres, on va dire. Roman Kamesh, bonjour. Bonjour, mais c'est tout à fait vrai, c'est toujours vrai. On va en parler justement. Nous nous trouvons dans votre atelier à Alfortville, juste à côté de Paris. Vous êtes né, Roman Kamesh, en 1952 en Tchécoslovaquie. Pour les jeunes générations aujourd'hui, c'est peut-être difficile de se représenter ce que signifiait grandir et se développer en tant que personnalité sous un régime totalitaire. Et j'imagine, a fortiori encore plus pour quelqu'un qui a une vocation peut-être artistique en lui. Quels sont vos souvenirs marquants de cette époque ? Mais vous savez, j'ai vécu tout à fait normalement. J'étais à l'école. J'ai passé mon bac et ce n'est qu'à partir de ce moment-là où j'ai commencé à comprendre que ma vie pourrait difficilement continuer en Tchécoslovaquie socialiste. Alors tout le monde sait que le pays a été complètement fermé. J'ai commencé à m'intéresser aux arts plastiques, à la peinture. D'abord, mes grands-parents ou les familles de mes amis que je fréquentais, tout le monde avait quelques tableaux à la maison. Ensuite, il y avait des musées qui, maintenant, avec mon regard depuis Paris, je peux constater que les musées étaient vraiment très pauvres. J'ai cherché à voir vraiment le maximum, à lire le maximum. Ensuite, après 69, 10, les livres ont eu du mal à paraître. Je me suis dit que probablement il faut que je prenne d'autres initiatives. Alors j'ai quand même essayé mon admission aux Beaux-Arts, au Prum, aux Arts Déco et aux Beaux-Arts. Ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché du tout, mais à chaque fois je suis arrivé au deuxième round, mais ils prenaient une douzaine d'étudiants dans toute école. J'ai senti qu'il faut quand même être pistonné. Bon, alors j'ai vu que j'y arriverais pas. Alors tout simplement, je suis allé à la poste centrale, j'ai trouvé dans l'annuaire téléphonique l'adresse de l'école des Beaux-Arts de Paris. J'ai envoyé un courrier à l'école des Beaux-Arts, ils m'ont répondu, j'ai pu faire un examen d'admission à distance. À l'époque, c'était vraiment tout était beaucoup plus simple. Alors j'ai envoyé des photos de mes tableaux. Ceci dit, je n'avais aucun travail personnel. Mon travail consistait en une série de portraits, notamment parce que je me suis préparé pour les Beaux-Arts de Prague, n'est-ce pas ? Donc j'ai eu notamment des portraits. J'ai dû signer un papier comme quoi il s'agissait bien de mes œuvres et j'étais accepté comme ça. Alors revenons justement à votre départ pour la France, parce qu'il me semble quand même que ça a été un périple assez compliqué pour arriver jusque dans ce pays où finalement là vous avez développé votre propre art. Oui, c'était assez difficile, c'était toute une aventure, mais je suis quand même content que j'ai choisi cette voie. Au début, j'ai essayé de partir légalement, mais en 73, c'était absolument impossible. Néanmoins, je suis allé au ministère de l'Éducation nationale à Prague, au ministère de la Culture, mais toutes les portes étaient fermées. Et en désespoir de cause, je me suis assis à Malastre dans une auberge, au Glaubicu. Quelqu'un qui était assis à ma table, il m'a expliqué comment m'enfuir de la Tchécoslovaquie et à mon grand étonnement, ça marchait comme sur des roulettes.
C'est incroyable, donc c'est le hasard finalement. J'ai eu plusieurs hasards comme ça, donc je commence à croire que c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Peut-être plus le destin. Je crois que vous êtes passé, quand je parlais de périple, vous êtes passé par la Turquie, non? Exactement. J'avais un passeport avec les visas permanents pour les 5 pays socialistes. Alors j'arrive jusqu'en Bulgarie. Et en Bulgarie, je demande des visas d'entrée pour la Turquie. Et les douaniers bulgares n'étaient pas au courant de toutes les formalités, notamment le visa de sortie, la soi-disant výjezdní doložka. Bon, en plus, dans ce passeport qui avait 32 pages, il était expressément écrit qu'il est interdit d'ajouter d'autres pages, n'est-ce pas? Donc, les douaniers bulgares m'ont laissé passer sans aucun contrôle, juste un tampon, et après j'étais en Turquie. Et alors là, depuis la Turquie, vous avez rejoint aussi la France, c'est par ce biais-là? Oui, alors en Turquie, j'ai acheté un billet pour Rome et j'avais un visa que j'ai à Istanbul, un visa de transit pour l'Italie. Et je suis resté une semaine à Rome. Et, ben, mon Dieu, c'était formidable. J'ai vu tous les musées, alors tous les œuvres dont je n'ai pu que rêver. Et ensuite, je suis allé en Suisse, puis en France, mais clandestinement. Et en France, j'ai payé la régularisation de visa 40 francs. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Donc vous vous retrouvez finalement à Paris. Est-ce que à cette époque-là, pour vous, la ville avait déjà cette aura de capitale mondiale des artistes et surtout des artistes tchèques qui sont quand même nombreux à être passés par cette capitale de la France pour leur art? Oui, non, mais vous avez raison, mais ça, c'était un passé lointain. Les Tchèques se complaisent dans le passé, n'est-ce pas? Mais pour les Français, ça ne vaut rien. Bon, il y avait ici des artistes qui ont eu beaucoup de succès dans les salons bourgeois, comme Brožík, Čermák, Alphonse Mucha, même Marold. Et ensuite, une autre génération, c'était autre chose. C'était Šíma et František Kupka. Et eux, ils ont eu beaucoup de mal à vivre, n'est-ce pas? Et les artistes, maintenant, ont encore plus mal. Est-ce qu'à l'époque, quand vous êtes arrivé justement dans les années 70, on parlait de 1973, c'est cette année-là, est-ce que vous avez commencé à fréquenter la communauté tchécoslovaque exilée dès le début? Est-ce que vous en êtes rapproché? Oui, alors au Beaux-Arts, j'ai rencontré Vladimír Škoda. Sculpteur, oui, qui est resté mon ami jusqu'à maintenant. Ensuite, j'ai rencontré Miloš Cvach et sa femme, Sophie Kurtil. Ensuite, j'ai rencontré un artiste qui est mort depuis, qui s'appelait Zdeněk Kirchner. Et donc, c'était que des artistes. Et après, j'allais quelquefois à Sud-Est, rue du Pont du Lodi, qui était pas loin de l'école des Beaux-Arts. Mais c'est tout. Juste pour rappeler, en effet, Svědectví, qui était la revue de l'exil dirigée par Pavel Tigrid. Mais alors finalement, après, vous avez quand même gravité, avant de vous y engager pleinement, autour de la revue des artistes tchèques et slovaques exilés. Donc c'était peut-être un peu plus tard, ça, la revue K, fondée par le poète et artiste Jiří Kolář. Comment est-ce que vous avez rencontré Jiří Kolář? Oui, alors Jiří Kolář, je l'ai rencontré par Vladimír Škoda. Jiří Kolář, à cette époque-là, n'était pas sûr de rester à Paris. Finalement, il a eu une proposition alléchante d'une grande galerie, donc il s'est décidé de rester à Paris. Et, il a fait appel à moi, parce que Jiří Kolář, il avait beaucoup de courage. Il avait déjà 68 ans, et il ne parlait pas français, et pourtant il est resté à Paris. Et donc j'ai commencé à travailler avec Jiří Kolář au 1er janvier 82. J'ai commencé à faire la maquette de la revue K à partir du numéro 3, mais entre-temps il préparait déjà le numéro 5 avec les artistes qui vivent à Cologne. Mais depuis le numéro 3, j'ai commencé à faire la maquette. Bon, vous dites à juste titre que j'ai gravité autour avant de m'y engager pleinement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé au numéro 25 et je m'en occupais d'une manière assez machinale de la fabrication et de la maquette. Après, Jiří Kolář voulait arrêter la revue et ça me paraissait
assez triste. Alors, donc j'ai relooké la revue et je commençais à m'en occuper. Je suis arrivé au numéro 53, mais nous étions en 93. Et les nouveaux artistes ne venaient plus en France et le public français ne s'intéressait mais vraiment plus du tout au problème de la dissidence ou aux artistes venus de l'Europe centrale. Donc il y avait plus rien. Il y avait plus déjà je commençais à remplir la revue par des curiosités comme un article de Jan Zrzaví sur le paysage tchèque où il ne parle que de la Bretagne. Alors c'était assez amusant, c'est un texte qui est paru pendant la guerre. Oui, mais on a fait la revue pour réunir des artistes parce que nous étions quasi certains que le communisme allait sévir en Tchécoslovaquie pour 1000 ans au moins. Et donc nous voulions Oui, c'est la vocation première de la revue K, c'était agréger en fait d'une certaine manière ces artistes en un endroit, en une revue. Oui, d'où les cataloguer avec un K en tchèque, cataloguer les artistes. Nous les avons catalogués, nous en avons trouvé une bonne centaine dans tous les pays. Ensuite, il est normal que ce propos s'épuise. Oui, en effet, comme vous le disiez, ça a perduré encore après le rideau de fer, après la chute du rideau de fer, mais forcément, ça a un peu perdu le sens premier de sa vocation. Justement, puisqu'on parle de la chute du rideau de fer, comment est-ce que vous avez vécu ce changement de régime dans votre pays d'origine depuis Paris? Parce que ça voulait dire que vous pouviez, d'une part, revenir en Tchécoslovaquie. Oui, nous étions très enthousiastes, mais vraiment très, très enthousiastes. Comme je disais, c'était tout à fait inattendu. Quand même, il y avait une déception parce que la Tchécoslovaquie était quasiment le dernier pays d'où les communistes sont partis. On avait une autre impression des Tchèques, n'est-ce pas? Donc c'était un côté assez décevant. Alors, une enfance et une jeunesse en Tchécoslovaquie, une vie d'adulte et d'artiste réalisée et accomplie en France, mais c'est finalement dans un tout autre pays, un tiers pays, en Inde, que vous avez trouvé une forme d'accomplissement artistique. Comment et pourquoi? Oui, j'ai fait mes études aux Beaux-Arts et à cette époque, c'était une époque d'art minimal ou d'art conceptuel. Alors, l'école de Beaux-Arts était quand même assez traditionnaliste dans le sens où on faisait de la peinture, n'est-ce pas? Il y avait pas d'installation, il n'y avait pas d'art minimal. Mais mon professeur Gustave Saint-Gier, il était vraiment de mon côté. Et j'ai pu passer le diplôme avec une mention très bien et tout. Et j'ai peint dans une chambre de bonne des tableaux qui devenaient de plus en plus minimalistes, qui étaient de plus en plus recouverts par un gris léger, fait avec un orangé et puis un bleu, donc avec des couleurs complémentaires et avec du blanc. Donc j'obtenais un gris très léger et j'imaginais que je faisais quelque chose qui était en quelque sorte méta-expressionniste. Et à la fin, je suis arrivé au monochrome gris et je ne savais pas quoi faire. Un ami, Jaroslav Poncar de Cologne, il allait depuis 1974 au Ladakh notamment. Il en parlait d'une manière très enthousiasmée. Alors je me suis dit, mais j'étais presque partout. J'ai visité tous les musées en Europe, j'étais aux États-Unis, au Canada. Alors j'irai avec lui. Et ça m'a pris immédiatement. Mais immédiatement, quand on est arrivé au Ladakh, à Alchi, le paysage ou les parois rocheuses, c'était comme si on marchait dans un immense tableau. Alors au début, je savais pas comment peindre. Parce que d'une manière complètement réaliste, ça me paraissait pas adéquat. Et ce paysage n'a jamais été peint. Il a été photographié très très souvent par des milliers de photographes très professionnels
ou moins professionnel, mais à chaque fois, j'ai eu l'impression que l'émulsion n'arrivait pas à emmagasiner ce que je voyais. Et je me suis mis à peindre. Je me suis mis à peindre au début avec un pastel sec parce que c'est un pays très très aride. Donc je faisais des parois, je faisais des montagnes. Ensuite, j'ai continué avec la tempéra. J'ai fait même quelques tableaux à l'huile. De nouveau, ce paysage-là ne se prête pas à l'usage de l'huile. Et de là, j'ai évolué mais très, très rapidement et je me suis installé dans les thèmes Ladakhi, montagne, les lunes, les soleils, les sables mouvants, les glaciers. Vous avez totalement, transformé votre peinture, parce qu'on disait en effet, vous êtes passé d'une peinture quasi monochrome, grise, plus terne, on va dire, à quelque chose de beaucoup plus flamboyant, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Chaque année, j'arrive avec d'autres thèmes, avec d'autres couleurs. La dernière fois que j'ai pu aller en Inde, c'était en 99. J'ai découvert un quartier de Delhi Sud, Saket. Alors c'est un quartier très très pauvre et j'y ai cherché un centre d'art. Et ce quartier est vraiment, vraiment pourri, moisi, sale. Voilà, ça m'a pris au cœur. Et depuis, j'ai commencé à faire, à travailler sur un cycle qui s'appelle Hindustani Cities. J'ai fait une série notamment sur ce quartier de Saket. Finalement, j'ai eu le plus grand mal à trouver ce centre d'art. On a sillonné avec un rickshaw pendant 1 heure et quelques tout ce quartier. Même si j'avais une adresse, on n'arrivait pas à trouver, personne ne savait. Juste 1 minute avant d'abandonner, ou quelques secondes avant d'abandonner de manière définitive, on voit un immeuble d'aspect branché, mais hyper branché. Bien sûr, c'était ça. Dans quelle mesure l'exil, cet exil de votre pays d'origine, a-t-il influencé votre travail? Parce que je me disais, est-ce qu'on peut dire que justement l'Inde, dont on parle maintenant, d'une certaine façon, ça a été un peu une façon de conjurer cet exil, même si c'est en effet plus tard que vous y êtes allé? Parce que ce pays, finalement, c'est ni la France ni la Tchéquie, c'est une culture totalement différente. Alors, c'est une culture très différente, mais même quand j'étais petit, ma grand-mère me disait que j'étais un Indien et que j'avais un bindou entre les yeux, et elle m'appelait Romi. Et je connais à Dili un architecte Romi Khosla, n'est-ce pas? Donc j'avais quelque chose d'indien, ou au moins c'est ce que j'imagine, parce que ça ne me pose aucun problème d'exister en Inde. Il y a des gens je parle un tout petit peu, il y a des Indiens qui voient que je bouge dans leur pays comme un Indien. Oui, la Tchécoslovaquie, au point de vue pictural, je pense qu'elle m'a pas donné grand-chose finalement. Et puis, alors, vous avez aussi organisé des ateliers de peinture au Ladakh. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Ah oui, mais c'est un sujet très vaste. Alors, j'ai rencontré un montagnard de Grenoble avec qui on a fait des treks, mais partout. De Ladakh Zanskar, on a sillonné tous les cols, on était vraiment partout. J'avais avec moi une boîte d'aquarelle. Et quelquefois, je me faisais des petits dessins juste pour me remémorer une ambiance, un lieu. Quelquefois, il y avait des petits enfants qui ont vu ce que je faisais, mais ils étaient fascinés. Ils étaient fascinés, mais totalement, parce qu'ils n'ont jamais vu une boîte d'aquarelle. Alors un jour, je me suis dit, mais si je faisais des ateliers. Alors j'ai commencé à faire des ateliers, mais j'ai dû amener les peintures d'Europe, parce que même à l'époque, à New Delhi, qui est une capitale en partie moderne, à l'époque, il n'y avait aucun magasin qui vendait des peintures. Même une simple papeterie. Il y avait justement des papeteries, mais c'est tout, mais il n'y avait pas de peinture. Les artistes qui vivent à Delhi, je leur ai demandé où est-ce que vous procurez des peintures. Non, pas à Mumbai. Ils passaient des commandes à Mumbai et ils arrivent. Bon, les peintures arrivaient, mais d'une qualité assez moyenne. Certaines étaient importées de l'Occident pour un prix hyper cher.
Donc j'ai amené des peintures. Maintenant, il y a un magasin à la Špatná gare qui vend des peintures, mais bon, c'est toujours pas très bien. Alors je les ai amenées au Ladakh. Et c'était une certaine poids. Je payais toujours le excess luggage. J'avais du matériau pour disons 15 jours, quelquefois 3 semaines, mais rarement parce que j'avais beaucoup d'élèves. Et j'ai acheté les papiers sur place, mais ce sont par contre des papiers qui sont vraiment bien. Et pour 1€, j'ai 4 feuilles, n'est-ce pas? Et le même papier coûte ici 3,90 €, donc il est 16 fois plus cher. Et les enfants pouvaient peindre sur ce genre de matériaux. Et à la fin des cours, je fais une exposition, ils sont vraiment très enthousiasmés, et tout marche très bien. Alors, le seul problème, ce sont les enseignants, parce que il n'y a aucune tradition d'art profane, n'est-ce pas? Et quand ils voient qu'on utilise des peintures qui coûtent cher, des papiers qui coûtent cher et tout, non, ils se demandent pourquoi. Alors, moi, il refuse de comprendre. Peut-être pour terminer tout doucement, pour revenir sur un sujet peut-être plus général sur les relations culturelles franco-tchèques, parce que mine de rien, vous êtes un de ces représentants justement qui fait le pont en fait entre ces deux cultures. Est-ce qu'il y a selon vous, hors peinture, des éléments de la culture tchèque qui mériteraient d'être davantage connus en France? On sait que finalement la culture tchèque est connue en effet par exemple par la musique, les grands compositeurs, etc. Mais peut-être il y a des choses qui mériteraient peut-être d'être plus développées, plus connues ici. Non, il y a certainement des secteurs qui mériteraient à être connus en France, mais la première question que je me pose, comment faire? Parce que c'est effectivement très très difficile. La France est un pays qui a ses traditions. Vous savez, la tradition littéraire tchèque et française, il n'y a aucune comparaison possible. Même la tradition picturale, effectivement, la musique est très forte. Bon, alors je ne sais pas comment le faire. Moi, j'ai dû internationaliser la revue K, où je publie des livres de poésie. J'ai plusieurs auteurs tchèques, mais j'ai des auteurs aussi français, notamment des artistes français ou allemands ou camerounais. Mais j'ai dû introduire des gens très très connus, justement parce que quand je présente mes livres, il y a des gens, quand ils voient une panoplie d'auteurs inconnus, ils veulent même pas prendre ces livres dans la main. Vous voyez, donc je ne sais pas comment les introduire. Et puis peut-être une question plus personnelle, est-ce que quand vous allez par exemple en République tchèque, est-ce qu'il y a quelque chose, des objets ou quelque chose que vous aimez à ramener avec vous en France pour peut-être vous sentir un peu entre les deux aussi ici? Ah oui, il y a une seule chose, ce sont les tempéras qui sont fabriqués à Děčín. Maintenant, la firme s'appelle Umton. Avant, c'était Štolo, et même avant la guerre, Štolovský. J'utilise ces tempéras depuis mon enfance. Roman Kameš, merci beaucoup. Merci aussi. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022.